Denis Rapone qui prend un verre d'eau, qui va s'installer dans quelques secondes justement au pupitre pour nous parler des défis auxquels Hadopi doit faire face aujourd'hui. Est-ce que la lutte contre le piratage est insoluble ou pas, Denis ? Merci. Est-ce que ces micros-là marchent ou est-ce qu'il faut que je prenne le baladeur ? Je pense que l'école de signes fonctionne. Testons-les ensemble. Merci. C'est plus facile. Je suis désolé, pas de publicité pour précéder effectivement mon intervention. Je ne désespère pas que l'année prochaine, peut-être, si je suis encore invité l'année prochaine, on ait la possibilité de vous projeter une petite vidéo de sensibilisation, effectivement, à la responsabilité des internautes face à l'usage de leurs outils, et notamment face à un usage responsable de ces outils par rapport au respect du droit d'auteur. Mais à ce stade, j'arrive, non pas les mains vides, mais j'arrive avec un exposé qui sera forcément moins interactif que celui que Laurent, qui m'a précédé, a fait. Mais c'est aussi le propre des exigences d'une communication plus institutionnelle qui est celle d'une autorité publique. Alors, c'est parti pour le keynote de l'autorité publique. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'abord à Philippe Bailly pour cette invitation. Bravo pour la journée d'échange, donc organisée à son initiative par NPA et Le Figaro. Merci aussi aux précédents intervenants par vidéo, donc Youssef Al-Obaidi, le président de la PPS, pour son message de soutien très déterminé par rapport à la lutte contre le piratage sous toutes ses formes, vous l'avez compris, car son propos est bien sûr d'englober dans la lutte contre le piratage non seulement les contenus culturels, mais également les contenus sportifs. Et je crois vraiment que cette irruption du piratage des contenus sportifs, dont les enjeux sont extrêmement importants, doivent retenir toute notre attention dans la manière dont on aborde aujourd'hui le sujet. Vous m'avez invité à traiter, en tout cas c'est Philippe Bailly qui m'a donné la feuille de route, moi je m'y tiens. C'est Philippe qui nous invite. J'essaye d'être extrêmement discipliné. Donc la question était suivante: du téléchargement au streaming, du on-demand au direct, du cinéma au sport, quelle réponse juridique et technique aux nouvelles formes de piraterie ? Je vous propose de revenir sur les évolutions des pratiques, sur les évolutions des techniques de piratage, pour évidemment analyser en parallèle les réponses juridiques qui ont déjà pour partie pu être apportées, mais surtout celles qui pourraient l'être à l'avenir face à des formes nouvelles. Un point d'histoire, j'allais dire presque de préhistoire, mais à l'ère du numérique, l'histoire, elle ne remonte pas à des siècles. C'est ça d'ailleurs l'évolutivité de ces techniques. 99, c'est l'apparition de Napster, le premier logiciel pair à pair accessible à l'ensemble des internautes, principalement dédié au partage illégal des contenus culturels. 2009, c'est la naissance de l'Hadopi. C'est effectivement la création d'un dispositif législatif, institutionnel, juridique, qui permet, d'une manière assez pionnière, en réalité, par rapport aux politiques publiques qui ont pu être suivies dans les autres pays, une manière effectivement assez pionnière de pouvoir mettre sur pied un dispositif qui s'intéresse au sujet de 2009. C'est-à-dire, le sujet, c'est la lutte contre le piratage sur les réseaux pair à pair. À l'époque, 8 millions d'utilisateurs de pair à pair pour télécharger à des fins illégales. Un quart des internautes, ces 8 millions représentent donc une proportion qui n'est pas négligeable, 2 fois plus nombreux à l'époque que ceux qui pratiquaient le téléchargement illégal, 3 fois plus nombreux que ceux qui pratiquaient le streaming. La préhistoire donc. Il aura fallu une nouvelle directive européenne, 3 lois en France pour aboutir à la création de ce dispositif. Et pourtant aujourd'hui, 20 ans après, c'est-à-dire qu'effectivement le cours de la préhistoire à l'histoire est d'une rapidité absolue, aujourd'hui, Napster a disparu, l'Hadopi pas, mais les utilisateurs de streaming sont plus nombreux que les utilisateurs du téléchargement, qui eux-mêmes sont plus nombreux que les utilisateurs de pair à pair. Bref, téléchargement direct et streaming sont aujourd'hui les techniques qui majoritairement permettent donc le piratage sur Internet. L'Hadopi
il faut le dire d'une manière très claire, n'est pas aujourd'hui correctement outillée pour lutter contre ces nouveaux usages. Elle appelle d'une manière effectivement très expressive et avec, j'allais dire, une forme assez empressée par rapport aux nécessités de cette lutte, elle appelle de ses voeux une évolution législative des dispositifs publics de lutte contre le piratage. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Parce que comment on peut imaginer, comment on peut penser à l'évolution donc, de cette lutte pour cesser d'avoir, en quelque sorte, après avoir été pionnier, un temps de retard sur les usages et de courir après ceci, de courir après les technologies qui les sous-tendent. Pour y répondre, donc, je vais partager de manière peut-être pas équitable, on verra, mon propos donc, en deux parties, ce qui a été fait et ce qui est à faire. Au moment où on a mis en place l'ADOPI, l'envoi des premiers avertissements aux internautes, dans le cadre d'une procédure qu'on a appelée la réponse graduée, c'est au fond un dispositif qui a montré son efficacité. Les usages en pair à pair ont diminué. Aujourd'hui, ils se trouvent réduits de moitié. Alors, je ne vais pas non plus attribuer à la seule ADOPI le résultat de, effectivement, ce basculement du piratage, majoritairement à l'origine pair à pair, et aujourd'hui streaming, téléchargement direct. Il y a bien sûr le fait que, parallèlement, les abonnements très haut débit ont permis l'échange de volumes de données très importants, et que cet essor explique aussi les changements dans les modalités de piratage. Il n'empêche que dès que l'ADOPI a été créée, parce qu'au nombre de ces missions, il y avait une mission d'observation, il y avait une mission d'expertise, elle a développé un certain nombre d'études pour imaginer les évolutions possibles de ces missions, et notamment à travers 2 rapports qui ont été rédigés sous la houlette de Mireille Imbert-Carretta, la présidente de la Commission de protection des droits de l'ADOPI. Il y a eu un certain nombre de propositions extrêmement substantielles qui ont été faites à l'époque. L'action publique n'a pas suivi. Dommage. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et l'inventivité donc, qu'on a pu avoir en 2009, je pense qu'on peut essayer de la renouveler à la mesure de l'inventivité des sites pirates qui sont apparus. Ça a d'abord été l'ère de Mega Upload, le premier à se faire mondialement connaître pour permettre la mise à disposition de tous les biens culturels dans des proportions massives. Des utilisateurs payaient pour partager, d'autres payaient pour s'abonner. Nouveau modèle, séduction de plusieurs millions de Français chaque mois. Il a fallu attendre 2012 pour que la justice américaine parvienne à fermer Mega Upload. Elle a été vécue, cette fermeture, comme un séisme sur Internet. Et de fait, le site captait 4% du trafic mondial. Les internautes se sont portés vers d'autres sites pirates sans que, à la vérité, Mega Upload trouve véritablement un successeur, tant mieux. En France, c'est l'affaire Allostreaming qui a effectivement mobilisé l'attention judiciaire principalement sur ce que les ayants droit pouvaient faire après une longue bataille, 2011-2017, pour en quelque sorte mettre en œuvre une action en cessation qui est prévue. C'est une aussi des innovations de la loi de 2009, avec la création d'une part de l'ADOPI. La loi 2009 prévoit, dans le Code de la propriété intellectuelle, un article qui permet aux ayants droit de saisir le juge pour obtenir des intermédiaires qu'ils prennent des mesures pour faire cesser les atteintes à leurs droits, aux droits d'auteur, causées par des sites, c'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas judiciairement aux sites, la plupart étant logés dans des pays très accueillants, mais très peu regardants sur la licéité de leur activité. On s'intéresse aux intermédiaires, les FAI et les moteurs de recherche. Très vite, s'est posée la question, alors même que, effectivement, cette disposition de la loi 2009 permettait des actions en cessation efficaces, mais malheureusement contournées, car très vite, on a trouvé, à travers des sites miroirs, au fond, la réplique, la duplication des premiers sites qui avaient été bloqués par le juge. Et la question qui s'est posée, et qui se pose encore assez largement, est de savoir comment on peut s'assurer que la décision de justice soit effective dans le temps. C'est-à-dire, même si le site bloqué change d'adresse pour rester accessible. À l'époque, c'est
pas inintéressant, je pense, de le noter, le juge met en avant l'absence d'une autorité publique qui serait susceptible d'assurer le suivi de sa décision et d'en garantir précisément dans le temps, à travers la création de sites répliques, d'en garantir l'effectivité. Un peu plus tard, l'affaire zone téléchargement au pénal montrera que d'autres dispositifs de contournement des décisions de justice doivent être pris en compte. Après avoir été fermé, ce site est reconstruit de toutes pièces en quelques mois, vraisemblablement par une nouvelle équipe, mais avec le même succès. Plus récemment encore, 2018, une affaire a en justice attiré l'attention. C'est l'affaire Filmo TV. Le juge semble avoir tenu compte du risque de voir sa décision contournée par les sites miroirs. Il a précisé que les sites qu'il décidait de déréférencer, c'est-à-dire de retirer des résultats des moteurs de recherche, ne devraient plus être accessibles depuis d'autres adresses URL que celles sur lesquelles il était amené à se prononcer. Cela permet d'ouvrir la réflexion sur la façon dont nous pourrions traiter plus efficacement à l'avenir le problème des sites miroirs. Sans doute, ces avancées jurisprudentielles, on doit les saluer, elles sont sensibles, mais le piratage expose aussi les internautes, et notamment les plus vulnérables d'entre eux, les plus jeunes, à des risques importants, et il génère des pertes fiscales, sociales, très significatives pour l'État. À mon sens, il s'agit désormais de considérer le piratage pour ce qu'il est, c'est-à-dire un trouble véritable à l'ordre public. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il est pénalement sanctionné aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien qu'il répond à une action de politique publique. Nous ne sommes pas là uniquement, comme certains tendent à nous le faire croire, sur la simple protection d'intérêts privés. Il y a effectivement des intérêts, et moi, c'est ceux que je souhaite porter, qui sont des intérêts effectivement c'est d'intérêt général pour l'ensemble des citoyens, à pouvoir effectivement ne pas être soumis, par exemple, à travers les sites pirates, à des appropriations et à des détournements de données personnelles, à des escroqueries, à des publicités inappropriées, parfois à des malwares qui mettent à mal l'ensemble des dispositifs informatiques qui sont les nôtres. Bref, à tout un tas, effectivement, de risques qui sont souvent assez mal connus et qui pourtant sont des risques qui sont omniprésents. Alors que faire par rapport à ces défis ? Il faut bien sûr continuer à conduire à terme les démarches qui ont été initiées depuis plus de 5 ans pour lutter plus efficacement contre les sites, streaming, téléchargement. Il faut sans doute également remettre sur l'établi la procédure de réponse graduée qui, à mon sens, a montré ses limites dans d'une part le fait qu'elle ne répond qu'au pair à pair, mais aussi par le fait que, alors que l'Hadopi obtient des résultats satisfaisants dans la phase pédagogique, 3 avertissements, et à l'issue, on voit qu'on ne retrouve plus dans le radar 60% de ceux qui ont fait l'objet de ces avertissements. Une fois qu'effectivement cette réponse pédagogique, pour les 40%, n'a pas produit ses effets, on transmet le relais à l'institution judiciaire, et celle-ci fait ce qu'elle peut. Et donc c'est sans doute là qu'il faut qu'on puisse revoir la manière dont, en déchargeant sans doute l'institution judiciaire, l'autorité publique indépendante que je préside peut, à travers peut-être la transaction, trouver des moyens de pouvoir, quand la pédagogie ne fonctionne pas, avoir une réponse plus systématique et donc plus dissuasive. Mais il faut aussi prendre dès à présent des mesures pour lutter contre les formes émergentes de piratage. Alors les défis, je pense évidemment aux méthodes nouvelles de contournement des décisions de justice, de blocage ou de fermeture des sites pirates. Elles se réinventent en permanence par les réseaux sociaux, par les messageries électroniques par exemple. Je pense aussi à l'utilisation croissante de boîtiers multimédia ou de télévisions connectées type Kodi qui peuvent permettre d'accéder illégalement à un grand nombre de chaînes payantes. Je pense aussi au piratage en direct, au live streaming, dont a parlé le président de la PPS, qui atteint notamment de plein fouet les retransmissions des événements sportifs, et donc la chaîne de valeur qui sous-tend la retransmission de ces événements. Dans le prolongement de l'intervention de Youssef Al-Baïldi, je voudrais préciser qu'à Bruxelles, il s'est passé quelque chose qui n'est pas complètement passé inaperçu des observateurs depuis quelques mois. Donc un projet de directive sur le droit d'auteur a été âprement discuté sur plusieurs articles.
Il se trouve qu'on a beaucoup parlé de l'article 11, on a beaucoup parlé de l'article 13, effectivement, mais on n'a pas beaucoup parlé d'un article 12 de la version révisée qui, telle qu'elle est issue des débats devant le Parlement, aujourd'hui soumis au trilogue, prévoit que ces retransmissions sportives pourraient être couvertes par un droit voisin. C'est effectivement une piste extrêmement intéressante qu'à mon avis, on devrait explorer. Ces usages soulèvent des questions techniques, juridiques, effectivement extrêmement délicates. Nous devons d'ores et déjà nous y confronter. Quelques points de méthode pour aborder ces défis. Tout d'abord, nous ne devons pas hésiter à nous intéresser au modèle étranger. Je pense qu'un des principaux défauts très franco-français est d'aborder une question comme si elle était vierge de toute expérience. Il se trouve qu'effectivement, ont été expérimentées à l'étranger un certain nombre de réponses, y compris de réponses à ce dont on parle, c'est-à-dire ces modalités nouvelles de piratage. Alors, à l'étranger, qu'est-ce qu'on a fait ? On a principalement développé deux types d'actions. D'une part, des mesures qui tendent à faciliter l'implication de ceux que l'on appelle les intermédiaires, c'est-à-dire les services de paiement en ligne, les acteurs de la publicité en ligne, les hébergeurs techniques, les bureaux d'enregistrement de noms de domaine. Et puis, on a aussi développé des mesures directement dirigées contre les sites contrefaisants, leurs répliques pour bloquer ou fermer l'accès. Sur l'implication des intermédiaires, on a principalement exploré une piste qu'on connaît en France, qui est celle qui vise à assécher, à isoler les sites qui, au fond, sont nourris par un certain nombre de contrats publicitaires notamment, mais qui ont aussi besoin des moyens de paiement en ligne. Sinon, effectivement, ils ne trouvent pas à se développer. C'est une politique, donc, traditionnellement, et par un anglicisme, on qualifie de « follow the money », qui peut relever de la liberté contractuelle des acteurs, c'est-à-dire les ayants droit d'une part, et puis également les acteurs de la publicité en ligne ou les acteurs du paiement en ligne. C'est sous forme d'autorégulation. C'est ce qui existe aujourd'hui à travers des chartes donc, signées en France, sans intervention publique. C'est également un modèle américain. Mais il faut bien l'avouer, à la fois parce que la Commission européenne nous y incite, et puis parce que ce premier pas vers effectivement la caractérisation en fait de sites illicites et l'établissement de listes noires par les ayants droit se fait aujourd'hui d'une manière qui ne présente aucune sécurité juridique. On ne connaît pas les critères qui président au classement, en quelque sorte, dans le noir de tel ou tel site. Il n'y a pas de contradictoire. On ne se rapproche pas du site tout de même pour lui demander, comme ça se fait dans un système juridiquement organisé, on ne lui demande pas de produire des observations, car après tout, effectivement, je pense que le classement d'un site en liste noire, ce n'est pas indifférent pour celui-ci, notamment dans la mesure où on l'assèche et où, à terme, on souhaite effectivement qu'il puisse disparaître. Pas de recours. Donc nous proposons que l'ADOPI puisse effectivement être l'autorité qui sécurise la caractérisation des sites illicites à travers une procédure qui présente des garanties pour les uns, pour les autres. Loin de moi l'idée de vous pirater du temps sur cette scène, mais le temps passe très très vite. Il va falloir s'acheminer vers une conclusion, monsieur Rapone. Très bien. Donc tant pis pour les autres exemples étrangers. Mais on pourra en débattre pendant le déjeuner. On va s'en passer. Peut-être un mot des contraintes systémiques sur l'approche de ces défis. Moi, j'en dénombre 5. La rapidité d'évolution des usages et des technologies, donc, à laquelle le régulateur doit devoir s'adapter. Ça milite pour moi pour éviter de trop privilégier, là aussi tendance et réflexe purement hexagonal, la production normative qui inscrit pour l'éternité dans le marbre de la loi un certain nombre de dispositions dont on s'aperçoit un an plus tard, parfois même plus vite, qu'elles deviennent obsolètes. Donc, je suis pour que soit au maximum favorisé le recours au droit souple. Deuxième contrainte systémique, l'absence de frontières sur Internet. Donc, ça invite à réfléchir, comme j'ai tenté de le faire d'une manière malheureusement incomplète, à faire une approche comparative, tout simplement, des modèles étrangers et d'en tirer le meilleur, ce qui peut effectivement nous être utile. On ne trouvera pas de solution hexagonale. Les solutions sont européennes et elles le sont en réalité internationales. L'existence d'obstacles techniques, troisième contrainte, qui peut empêcher la mise en place de solutions qui paraîtraient de bon sens en principe. Exemple,
on se retourne vers nous en nous disant constamment pourquoi la réponse graduée ne s'intéresse pas au streaming, pourquoi elle ne s'intéresse pas au téléchargement direct. Elle ne peut techniquement pas le faire, sauf à s'introduire d'une manière extrêmement intrusive dans les données, ce qui, à ce stade, ne nous est pas permis. Nous ne sommes pas dans le cadre de la lutte contre la pédopornographie ou contre le cyberterrorisme. Quatrième contrainte, le déplacement des équilibres économiques, particulièrement saillant à travers les ruptures et évolutions dans la chaîne de valeur, spécialement dans le domaine qui nous intéresse, celui de la création. Et enfin, on l'a vu à Bruxelles récemment, la sensibilité politique forte, mais elle existe pas seulement au niveau européen, au niveau en France aussi. Tout sujet ayant trait à la circulation des contenus sur Internet est un sujet sensible. Il faut bien sûr être toujours dans une approche très équilibrée entre la protection du droit d'auteur et en même temps la protection d'un certain nombre de libertés et notamment celle de communication. Voilà, la récurrence de ces contraintes, elle appelle à une régulation souple, experte, agile, adaptable, ouverte aux collaborations européennes et internationales. Je finis mon propos, car vous avez faim, vous avez envie d'aller déjeuner, moi aussi, pour rien vous cacher. Donc, on a aujourd'hui un consensus général sur la nécessité d'agir contre le piratage. On a une institution spécialisée qui est douée d'une expertise, qui est en ordre de marche, qui est à la disposition des pouvoirs publics, c'est l'ADOPI, et qui souhaite pouvoir effectivement mobiliser une action plus forte pour exercer mieux ses missions au service de la protection de la création. Alors saisissons-nous collectivement tous de cette opportunité et retrouvons avec allant, avec pragmatisme, inventivité, puisqu'on en a eu en 2009, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas effectivement retrouver cette source de créativité. Retrouvons les voies d'une dynamique nouvelle pour être à la hauteur des exigences de cette action qui, je le répète, est une action publique au service de l'intérêt général et la lutte contre le piratage est donc un bien commun. Merci. Merci. Denis Rapone, avant que nous allions déjeuner, une question. Une seule question. Le rapport parlementaire d'Aurore Berger propose, et vous dites allons-y, retrouvons un nouvel allant, de fusionner l'ADOPI et le CSA. Y êtes-vous favorable? J'ai très envie d'aller déjeuner et je vous remercie de cette question. Les exemples étrangers n'étaient pas inintéressants non plus, mais la fusion est sûrement un sujet médiatiquement plus accrocheur. Enguerrand. J'ai dit ce qu'il fallait en penser dans la table ronde qui a suivi la présentation, le jour même d'ailleurs, du rapport d'Aurore Berger. Était présent le président du CSA, concerné par cette proposition, et puis les représentants d'autres autorités administratives. Est-ce que vous pouvez nous le répéter? Pas concernés, oui, j'adore répéter. Et vous savez, la pédagogie est un des moyens d'action qu'on essaye de privilégier à l'ADOPI. Moi, j'ai dit que sur cette question, j'étais extrêmement ouvert. C'est-à-dire que je pense que sur les rapprochements institutionnels entre les instances de régulation, il n'y a pas de tabou. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas là comme des défenseurs boutiquiers d'intérêts corporatistes, institution par institution. Si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire si vous pensez que effectivement nous sommes porteurs d'une politique publique et que notre seule boussole, c'est la défense de l'intérêt général, alors je pense que vous avez la réponse à la question que vous avez posée. C'est-à-dire pour moi, ce qui est primordial, c'est d'abord de définir les objectifs de régulation qui sont souhaités, quelle politique de régulation du numérique on veut. Ça, c'est le premier point, c'est la pierre angulaire de l'édifice. Et ensuite, une fois qu'on a défini ces objectifs, ces priorités stratégiques, mais pour 5 à 10 ans, on en déduit quelle est la meilleure structure administrative, institutionnelle, qui est capable de porter la politique publique qu'on a définie. À ce stade, moi, je n'ai pas d'idée préconçue sur quel est ce régulateur. Ça peut être un régulateur fusionné, ça peut être un régulateur rapproché, ça peut être des régulateurs existants dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, mais avec des modalités de coopération beaucoup plus serrées. Voilà, donc voilà, je crois que vous êtes ouvert à cette question, surtout, je pense qu'il faut aborder les choses avec pragmatisme et sans esprit de chapelle. Parfait, voilà. Merci beaucoup. Et merci de nous permettre d'aller Cette matinée se termine. Nous nous retrouvons à 14h, précise. Même endroit. Merci.